Alors aujourd'hui, on se penche sur la musculation, les bases quoi. Ce qui marche vraiment. Oui, et puis aussi sur un supplément naturel dont on entend pas mal parler, le pollen de pin. On va essayer de démêler un peu tout ça. Exactement. Pour ça, on s'appuie sur une thèse assez complète de l'Université de Lille qui parle d'entraînement, de nutrition en muscu et aussi sur des études plus récentes, justement, sur le pollen de pin. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de faire le tri, de voir ce qui est essentiel pour prendre du muscle, l'entraînement, l'assiette, le repos, et puis d'évaluer un peu les affirmations sur ce pollen de pin. Surtout sur les hormones, la performance, voir ce que dit la science en fait. Voilà. On va regarder les preuves qu'on a. Bon, commençons par le commencement alors. La thèse de Lille, qu'est-ce qu'elle dit d'essentiel sur les fondamentaux de la muscu? Alors, elle met vraiment l'accent sur une sorte de hiérarchie, une pyramide si tu veux. Une pyramide, oui. Oui, l'entraînement c'est la base, le socle indispensable. Ensuite, juste au-dessus, on y a la nutrition, puis le repos. Et les compléments alimentaires dans tout ça? Eh bien, ils arrivent tout en haut de la pyramide. C'est le petit plus, la cerise sur le gâteau, mais seulement si tout le reste est déjà solide. D'accord. Et un point vraiment crucial, souvent un peu négligé, qu'aborde la thèse, c'est l'importance d'une nutrition hyper personnalisée. C'est-à-dire? Pas juste compter les calories. Non, c'est plus fin que ça. Il faut adapter les macros, protéines, glucides, lipides, aux objectifs, bien sûr, mais aussi au morphotype de la personne. Morphotype, tu peux rappeler vite fait? Oui, rapidement, on parle souvent d'ecto, endo, mésomorphe. En gros, certains prennent du muscle plus difficilement, d'autres stockent plus facilement du gras. Ok. Et selon ce profil, les besoins en glucides ou le total calorique pour une prise de masse ou une sèche, ça va pas être pareil. Logique. Et la thèse insiste aussi énormément sur le repos, le sommeil, la récupération. C'est vital, pas seulement pour réparer les muscles, hein, Ah bon? Pourquoi d'autres? pour l'équilibre hormonal. Par exemple, un mauvais sommeil, ça perturbe la leptine et la gréline. Les hormones de la faim, c'est ça. Exactement. Donc ça peut complètement saboter une diète, même si elle est bien calculée au départ. D'accord, donc le trio de tête, c'est vraiment entraînement, nutrition sur mesure et repos. C'est clair. C'est ça. Et une fois que cette base est bien en place, là, on peut éventuellement regarder les compléments. Voilà, ce qui nous amène justement au pollen de pin. On sait déjà qu'il est plein de bonnes choses. Vitamines, minéraux, antioxydants. Il y a des études qui le montrent. Oui, tout à fait. Ces effets antioxydants, anti-inflammatoires, ça c'est assez bien établi. Des bénéfices généraux, on va dire. Mhm. Mais là où ça devient plus spécifique et intriguant, c'est sur l'aspect hormonal. Ah, Le pollen de pin contient ce qu'on appelle des phytoandrogènes. des phytos, quoi? Phytoandrogènes. En gros, des composés végétaux qui ressemblent un peu à nos hormones androgènes, comme la testostérone. D'accord. Et le truc assez fou, c'est qu'il contiendrait même un peu de testostérone brute. Vraiment de la testostérone. Attends, de la testo dans une plante, c'est sérieux? Oui, apparemment. Autour de 80 nanogrammes par gramme, selon certaines sources. Et aussi d'autres précurseurs hormonaux. Ok, 80 ngg. Mais concrètement, une fois qu'on l'avale, ça représente quoi le hume? C'est beaucoup? Eh bien, c'est toute la question. Les quantités sont quand même très faibles. Et surtout, on ne sait pas vraiment comment notre corps absorbe ça. Hmm. Donc, l'idée que manger du pollen de pin va directement faire grimper notre propre production de testostérone, les preuves sont très minces, voire inexistantes pour l'instant. D'accord, donc prudence sur les effets directs sur la production endogène, mais il y a eu des études récentes quand même, non? Sur une forme spécifique? Oui, exactement. Des études pilotes assez intéressantes sur une teinture de Pinus masoniana, une espèce particulière de pin. Ah! Et qu'est-ce qu'elles ont montré ces études? Alors, une étude menée sur des hommes jeunes a montré une amélioration assez nette des symptômes qu'on associe souvent à un faible taux d'androgène. Genre meilleure libido, plus d'énergie, ce genre de choses. C'est ça. Libido, énergie, humeur, le score global sur un questionnaire spécifique s'est amélioré de manière statistiquement très significative. Le fameux p-value était très bas, donc peu de chances que ce soit juste le hasard. Ok, donc les mecs se sentaient mieux. Mais est-ce que leur taux de testostérone, lui, a augmenté sur les prises de sang? Et c'est là que ça devient subtil. La testostérone totale moyenne, elle n'a pas bougé de façon significative. Ah bon? Alors comment expliquer l'amélioration des symptômes? Eh bien, les chercheurs ont regardé autre chose. La SHBG. C'est une protéine qui se lie aux hormones sexuelles dans le sang. Ok. Et? Et cette SHBG, elle a baissé de manière significative chez les participants. D'accord? Et ça change quoi que la SHBG baisse?
imagine la SHBG comme des sortes de taxis qui transportent la testostérone et la rendent indisponible pour les cellules. Si tu as moins de taxis, Mhm. il y a plus de testostérone qui se balade librement et qui peut agir. C'est ça? Exactement. Et effectivement, la testostérone libre, celle qui est biologiquement active, elle a augmenté de façon significative dans cette étude. Ah, je vois. C'est super intéressant ça. Donc, ce n'est pas la quantité totale qui compte forcément, mais la quantité utilisable. Voilà. Et ça pourrait expliquer pourquoi les symptômes se sont améliorés, même sans hausse de la testo totale. La testo libre est peut-être plus pertinente pour leur ressenti. Et il y avait d'autres études qui allaient dans ce sens? Une autre étude sur des hommes un peu plus âgés a aussi observé une amélioration des symptômes. Et là, il y avait une tendance à l'augmentation de la testostérone totale qui était juste à la limite de la significativité statistique. Ok. Donc ces premières données suggèrent que cette teinture de pollen de poin pourrait avoir un effet bénéfique sur les symptômes, possiblement via une augmentation de la testo libre, surtout chez les hommes jeunes. C'est une piste sérieuse, oui. Ça ouvre des perspectives. Et au-delà de ça, on entend parfois parler de gains musculaires, aide à la perte de graisse, notamment sur les réseaux sociaux, genre TikTok. Qu'en disent les sources plus fiables? Alors là, les sources sérieuses restent beaucoup plus prudentes. Il existe bien quelques études sur des souris qui montrent des effets sur la performance, mais c'était à des doses massives, vraiment pas comparables à ce qu'un humain prendrait. D'accord, donc pas d'emballement sur les gains de muscles directs pour l'instant. Non, on manque de preuves solides chez l'humain pour ça. Pour l'utilisation pratique, c'est surtout cette forme de teinture qui a été étudiée. Le dosage suggéré est souvent autour d'une demi à une cuillère à café. Et niveau sécurité, risque? C'est généralement considéré comme sûr. Le principal risque, c'est une allergie au pollen, évidemment. Et parfois, ça peut causer de légers troubles digestifs chez certains. Et si on compare à d'autres compléments connus pour agir sur la testostérone, comme le Tankatali par exemple, bonne question. Certaines sources, comme Muscu Nutrition, notent que si l'objectif principal est vraiment de stimuler la production naturelle de testostérone, d'autres compléments ont peut-être un dossier scientifique un peu plus fourni pour cet effet spécifique. Ok, c'est noté. Donc pour résumer un peu tout ça, la base de la muscu, ça reste et restera l'entraînement intelligent, une nutrition bien pensée et personnalisée et un repos suffisant. Ça, c'est non négociable. Exactement. La pyramide, toujours. Le pollen de pin, lui, a des bénéfices généraux intéressants, comme antioxydant, et il a cette particularité de contenir des phytoandrogènes, voire un peu de testo brut. Oui, Et des études pilotes récentes sur une teinture spécifique suggèrent qu'il pourrait améliorer certains symptômes comme la baisse de libido ou d'énergie, peut-être en augmentant la testostérone libre active, même si la testostérone totale ne change pas forcément. c'est une bonne synthèse. Et ça soulève une question intéressante pour finir, je trouve. Ah oui, laquelle? Eh bien, compte tenu de cette complexité hormonale et de l'importance de distinguer testostérone totale et testostérone libre, est-ce que se focaliser uniquement sur le chiffre de la testostérone totale, comme on le fait très souvent, que ce soit pour évaluer son bien-être ou l'efficacité d'une approche naturelle, est-ce que ce n'est pas finalement une approche un peu trop simpliste, voire même un peu trompeuse?